On va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui va parler du travail en équipe à distance. Mon nom est Mohamed Ali Ben Ali, je suis conseiller pédagogique au CPU et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Van. Van, est-ce que tu veux te présenter? Bonjour à tous et à tous. Moi, je suis Van, conseillère pédagogique au CPU et je gère des questions-réponses avec nos collègues. Bienvenue à Merci. notre webinaire. Voilà. Et il y a toute une escadrille de collègues en arrière-plan qui vont nous aider à répondre à vos questions sur le module questions et réponses. Donc, comme vous l'avez constaté, si vous avez déjà suivi d'autres réunions, d'autres séminaires de cette école d'été, aujourd'hui, nous sommes dans Zoom et dans un Zoom un peu particulier. C'est le Zoom formule webinaire. Cette formule-là permet d'accommoder jusqu'à 3000 participants, voire 10 000. La licence qu'on a permet d'avoir 3000 participants. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir un plus grand nombre de participants. La différence avec le Zoom classique, que vous connaissez, que vous avez déjà utilisé certainement, c'est que au niveau de l'interactivité, vous n'avez pas accès au son et au micro. Les micros et caméras sont désactivés. On vous invite donc à utiliser le module questions et réponses, Q&R en bon français, si vous avez des questions, des interventions, et le clavardage si vous avez des problèmes techniques. Voilà pour ça. Donc, dans 1 heure de temps que nous avons, on va parler des activités en équipe à distance. Et comment on va organiser notre séance? Eh bien, on va voir un petit peu, mais très rapidement, qu'est-ce que l'encadrement des activités de groupe à distance? Quels sont les effets de la formation à distance sur la dynamique des groupes? Donc, la dynamique du côté de l'enseignant et aussi du côté des étudiants. Et enfin, on va voir quelques bonnes pratiques. On ne prétend pas offrir la solution, la panacée. C'est des bons guides, libre à vous de les utiliser. C'est des recommandations, donc euh, à vous de les adapter à votre contexte, à de les utiliser, les réutiliser. Donc, c'est ça. Et pour commencer, une petite activité. Donc, on vous demande de réfléchir à 3 éléments que vous allez voir durant cette séance, que vous aimeriez peut-être appliquer dans votre cours, changer dans votre pratique et transmettre à vos étudiants. C'est un exercice d'auto-réflexion. Il n'y aura pas de partage durant cette séance. C'est vraiment pour vous. Donc, pensez à quelque chose à appliquer, à changer dans la pratique et à transmettre aux étudiants. On y reviendra à la toute fin de l'atelier. On va commencer tout de suite donc par qu'est-ce qu'on entend par l'encadrement des activités de groupe à distance. Ça se fait par l'enseignant, cet encadrement des activités. Donc, c'est l'encadrement, plus globalement, c'est l'encadrement de l'enseignement à distance, mais dans notre contexte d'aujourd'hui, c'est l'encadrement des activités de groupe. Ça se fait par l'enseignant, par les personnes désignées par cet enseignant pour encadrer et faire le suivi des étudiants, les assistants, les auxiliaires d'enseignement, et aussi par les étudiants eux-mêmes entre eux. Et quel est cet objectif? On cherche à établir un contact le plus personnalisé possible avec l'étudiant pour le motiver, pour le soutenir sur les plans pédagogiques et psychologiques, l'objectif ultime étant sa réussite. Il se compose de plusieurs dimensions, on va juste les nommer. D'abord, tout ce qui concerne l'accueil, l'orientation de l'étudiant, l'aspect organisationnel de son travail, comment il va gérer le travail d'équipe, l'aspect pédagogique, les considérations émotionnelles, motivationnelles, socio-affectives, l'aspect technique qui est important aussi, la métacognition et enfin l'évaluation. Voilà. Donc, concernant maintenant les effets de la formation à distance sur la dynamique de groupe, on va vous demander de faire une petite activité. En fait, vous allez répondre dans le bloc questions et réponses. Vous devrez indiquer un de ces 4 choix pour répondre à la question suivante. En quoi la formation à distance affecte-t-elle la dynamique d'encadrement du cours ou des activités pédagogiques? Donc, est-ce qu'elle va priver les interlocuteurs de la dimension non verbale? Est-ce qu'elle nécessite une plus grande vigilance pour éviter l'isolement des étudiants, leur cloisonnement? Est-ce qu'elle offre plus de liberté dans la réalisation des tâches? Et enfin, est-ce qu'elle dématérialise les rapports humains? Vous avez quelques secondes donc, pour indiquer si votre choix c'est 1, 2, 3, 4. OK. Toutes ces réponses, oui, toutes les réponses peuvent être, vous pouvez choisir plus d'une réponse. Parfait.
Très bien. Merci beaucoup. Donc, effectivement, vos réponses sont très variées, elles sont étendues. Il y en a qui ont dit toutes, il y en a qui ont dit une, deux, quatre. En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Toutes ces réponses sont bonnes. Et si on veut, comment dire, cerner les effets, si on veut prioriser quels sont les effets majeurs de l'effet de la formation à distance sur la dynamique de groupe, eh bien, nous, on en a identifié trois principaux. D'abord, au niveau de l'interaction, des interactions, puisque, comme vous l'avez tous constaté, communiquer par écran interposé, eh bien, est différent de l'acte de communiquer qu'on connaît tous habituellement, donc qu'on pose tous, et qu'on pose tous en tant qu'étudiants, en tant qu'enseignants, en classe, en présentiel. Le non-verbal est absent. Maintenant, je vous parle, je vois le module questions et réponses, mais je n'ai pas vos caméras, donc je parle à mon PowerPoint. Je sais que vous êtes là, mais c'est un défi. Je n'ai pas vos signaux non-verbaux d'acquiescement ou de désaccord ou que l'étudiant pourrait avoir habituellement. Donc, il y a moins aussi de contacts privilégiés en face à face avec l'enseignant. L'étudiant qui serait peut-être un peu plus gêné de parler en plénière devant tous ses pairs, il n'a plus l'occasion d'attendre la fin du cours ou la pause pour aller parler à son enseignant en face à face. Donc ça peut donner un glissement, puis il peut avoir un sentiment d'isolement qui va se développer chez les étudiants, et puis aussi un faible sentiment d'appartenance. Pour la session qui vient de s'achever, on a tous été chanceux puisque les étudiants étaient déjà en présence, et puis on a basculé vers la formation à distance. Mais maintenant, s'il y a une nouvelle, c'est pas s'il y a, pour la nouvelle session, tout le monde sera à distance, et ça peut être un défi. L'autre facteur, l'autre effet de la formation à distance, c'est au niveau de l'engagement et de la... Attendez, est-ce que... OK, il y a de la caméra, ça marche? OK. Excusez. J'ai eu un petit message dans le chat qui me disait que ma caméra n'était pas bonne, mais ça a l'air d'aller. Donc, au niveau de l'engagement et la persévérance, les études ont montré que en formation à distance, le taux d'abandon est plus élevé qu'en formation présentielle. Par contre, une formation hybride, donc qui va allier dans des pourcentages, des proportions différentes, formation en présentiel, donc en classe, et formation à distance, donc hors classe, les taux sont similaires avec la formation en salle. Et si on va chercher quelles sont les raisons, c'est que ces formations hybrides, elles mettent l'accent sur des stratégies d'enseignement d'apprentissage qui vont faire que l'étudiant est engagé, il est actif, il n'est pas juste là à recevoir du contenu. Et elles proposent des activités qui impliquent de l'interaction et de l'interaction avec la matière, avec les objets d'apprentissage, mais avec les autres collègues aussi. Le troisième facteur, c'est au niveau de l'autonomie de l'étudiant. Effectivement, un cours à distance, on l'a certainement tous expérimenté, ça nécessite qu'on soit à nos affaires, comme on dit. Donc, il faut de l'autonomie, il faut de l'organisation. Et ça, il y en a, pour certains, ça peut être facile, pour d'autres, ça peut l'être moins. Donc, une bonne pratique, ce serait de leur fournir à ces étudiants-là des outils pour qu'ils s'organisent et puis des outils pour faire des suivis. Des cartes conceptuelles, des guides de lecture, des feuilles de route. À la fin, on va parler de la feuille de route numérique. Donc, c'est un format numérique de quelque chose qui pouvait se faire en format papier avant. Et aussi d'avoir des objectifs qui soient clairs, qui soient mesurables, réalistes, définis dans le temps. Voilà pour la partie un peu plus mise en contexte, un peu plus théorique. Maintenant, on va voir quelles pourraient être ces bonnes pratiques pour un encadrement efficace. Et avant ça, avant de passer à cette partie, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans le module questions et réponses. OK, je ne vois pas de questions pour le moment, donc, mais soyez libres. OK. Mohamed? Oui. Oui, il y a un professeur qui a levé la main, s'il te plaît. C'est M. Idir Cheriev. Excusez si je me trompe de genre. C'est quoi la question, Van? Je ne comprends pas. Il y a un professeur qui a levé la main, s'il te plaît. Je donne la parole à M. Idir Cheriev. Allez-y, oui. Oui, j'ai déjà activé son micro. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Très bien, bonjour.
Voilà, Oui, c'était juste pour savoir, est-ce que toutes ces conférences, enfin, toutes ces exposés de la CPE, on va les retrouver en ligne plus tard, si oui, jamais il y a un élément qui nous a échappé? oui, Monsieur Chérif, ça va être sur le site du CPU. Vous allez Oui. avoir l'enregistrement intégral. Ah, ok, c'est parfait. Et Voilà. donc, soit disant en passant, je vous remercie, c'était très pédagogique comme ce que vous expliquiez hier, donc j'ai bien aimé. Merci beaucoup. Voilà, Merci et beaucoup. merci à vos collaborateurs. Donc, je vais reprendre, je vais vous laisser parler, éteindre mon Merci. micro. Merci beaucoup. Parfait. Merci à vous. Euh, il y a 4 mains. On va y aller rapidement. Lee. Oui. OK. Monsieur Léger. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va revenir après. OK. Ah, OK. Je vous entends. OK. Allez-y. Dans mon département mathématiques et statistiques, il semble que ce qu'on appelle l'enseignement hybride voudra tout simplement dire cours sur Zoom puis examen en présentiel. En quoi est-ce que ça pourrait être utile, sauf bien sûr pour les questions de plagiat qui sont la prochaine présentation, mais est-ce qu'il y a vraiment une utilité à faire des examens en présentiel si toute la pédagogie est sur Zoom? C'est une très bonne question, Monsieur Léger. Je- Moi, je ne trancherai pas. Je ne pourrais pas me positionner là-dessus. Il faut voir vraiment le contexte. Pourquoi ça a été juste les évaluations? Ben, c'est clair, vous l'avez dit, au niveau du plagiat, on a plus de contrôle si les examens se font en présentiel. Et peut-être au niveau logistique aussi, c'est au niveau logistique, peut-être pas au niveau des salles, mais au niveau technique, logiciel de proctoring, etc. C'est peut-être ça qui fait que ça se fait en salle. Voilà. Est-ce que ça va à date? On continue si vous voulez. Donc, au niveau de... Oh, donne-moi juste une minute. Je ne vois plus rien dans mon écran. Je reviens donc. Voilà, donc pour les bonnes pratiques, on a voulu être efficace et puis on a organisé ça, on a catégorisé ça en 3 grandes sphères, technologiques, au niveau de la communication et au niveau de la pédagogie. Au niveau technologique, attendez-moi juste une minute, là je ne parviens plus à enlever le volet discussion. OK. Donc au niveau de la technologie, ben, il faut s'assurer que les... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre en muet? Merci. Donc, au niveau, reprenons là, on va essayer de reprendre le fil. Donc, au niveau de la technologie, c'est important de s'assurer que les étudiants maîtrisent la technologie. En formation à distance, l'une des conditions de réussite, c'est la transparence de la technologie. Qu'est-ce qu'on entend par transparence? C'est que la technologie doit être utilisée de façon à ne pas... il faudrait que les étudiants ne se rendent même pas compte qu'il y a de la technologie qui est utilisée, donc qu'elle soit facile d'usage. Idéalement, avoir des tutoriels, des guides, des ressources d'aide. Donc, ça pourrait être des salles de test Zoom. Maintenant, les étudiants ont accès aux comptes Zoom, à des comptes Zoom. Ils peuvent aller eux-mêmes s'exercer. Vous pouvez prévoir des salles de test où les étudiants peuvent rentrer, même si vous n'êtes pas là. Ils peuvent aller faire des partages d'écran, faire des tests de vidéo, de audio, tout ça. Pour Teams, c'est de la même façon. Vous pouvez aller créer des groupes tests avec des canaux pour que les étudiants aillent manipuler aussi, qu'ils s'habituent et que vous n'ayez pas à répondre peut-être à des questions techniques et à utiliser ce temps pour des questions plus en lien avec votre cours, avec la discipline. C'est indiqué aussi d'avoir une sorte de questionnaire diagnostique pour connaître quel est leur niveau de maîtrise des technologies utilisées. Ça va vous aider après à prévoir, à anticiper le niveau de l'aide à déployer, le niveau de soutien, et aussi prévoir une liste de contrôle technique. Par exemple, pour arriver en bonne condition en conférence web, donc connexion sans fil, ça va. Idéalement, connexion avec fil. L'audio de l'ordinateur, ben, il vaut mieux utiliser des écouteurs.
Même si on utilise le micro de l'ordinateur, idéalement, c'est mieux d'utiliser des écouteurs pour éviter les échos. Se mettre dans un environnement clair, éviter de s'habiller avec des motifs à carreaux, etc. Si jamais on est c'est nous qui devons nous présenter devant la caméra, les bijoux qui font du bruit, etc. Au niveau de la communication aussi, c'est avoir un réseau de communication, donc avec des gradations, des courriels, Forum Studium, clavardage Teams. Donc ça va être utile pour les étudiants pour coordonner le travail en équipe, mais ça va être aussi utile pour vous pour faire les suivis. Donc ça pourrait être, durant la séance Zoom, utiliser le clavardage pour poser vos questions. Dans le travail en équipe, si vous allez sur Teams, ben, il y a le clavardage. Des questions plus générales ou en lien avec le contenu, ça pourrait être clavardage ou Studium. Et des questions plus privées, plus personnelles, soit le clavardage privé, soit les courriels. Et bien sûr, si vous pouvez aussi préciser les délais de réponse, etc., ça va aider, ça va vous permettre de gérer l'affluence des demandes des étudiants. Est-ce que ça va jusqu'à date? OK. Au niveau des outils technologiques, nous avons voulu faire simple pour ce qu'on vous propose. Donc, globalement, il y a Studium qui est au centre. C'est vraiment, nous, on considère ça que c'est le noyau puisque le cours est déposé là-dedans. Et Studium va aller parler soit à Zoom, soit à Teams. Donc, si vous voulez faire ce que nous, on a appelé un travail d'équipe à usage unique, donc c'est une activité en groupe pour une séance, il n'y a pas de durée dans le temps, il n'y a pas de rémanence, eh bien, allez-y avec Zoom. Par contre, si vous voulez faire donc un travail d'équipe qui soit pérenne, donc qui va durer dans le temps, allez-y avec Teams. Zoom, son avantage, c'est qu'il est facile à mettre en place. Vous pouvez peut-être mettre en place les groupes, vous les répartissez de façon aléatoire puisque c'est des activités dans la séance elle-même. Teams, par contre, vous allez créer des groupes, vous allez créer des équipes plutôt, vous allez créer ensuite des canaux privés pour chaque équipe, pour chaque groupe d'étudiants. C'est certainement beaucoup plus laborieux que Zoom puisque vous devez le faire de façon manuelle, mais une fois que c'est fait, après, le groupe d'étudiants est autonome pour la gestion de son travail d'équipe. Vous pouvez avoir des moniteurs, des tuteurs qui vont aller se promener. Et puis, l'avantage de Teams sur Zoom, c'est que les moniteurs peuvent se déplacer eux-mêmes. Dans la séance Zoom, c'est l'animateur principal qui affecte les co-animateurs. Bref, à retenir, Zoom, activité, de durée, activité usage unique. Teams, activité, travail d'équipe qui va durer dans le temps. Et c'est aussi indiqué de leur fournir des outils pour soutenir le travail en équipe. Ici, on en a nommé quelques-uns. De toute façon, les étudiants sont assez autonomes aussi. Ils ont l'habitude d'utiliser Facebook, d'utiliser WhatsApp, d'utiliser Google Doc pour partager, pour collaborer entre eux, même en dehors des travaux d'équipe. Vous pouvez leur montrer aussi d'utiliser la suite Office 365, donc le partage de documents collaboratifs, que ce soit des Word, Excel, PowerPoint, la prise de notes collectives, ça peut être OneNote. Ils peuvent aller aussi sur Google Doc et on vous a beaucoup parlé de Framapad aussi. Et Framapad, ça peut être aussi un outil, un canal de secours si jamais vous avez un Teams, mais que les choses se passent mal, vous pouvez quand même utiliser le clavardage de Framapad. Donc, il y a toujours un moyen de réutiliser les solutions technologiques offertes pour répondre à des besoins pour lesquels, au début, elles n'étaient pas forcément conçues. Au niveau de la communication maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de définir les disponibilités, les annoncer à la première séance, les rappeler de façon périodique. Donc, les plages horaires, vos délais moyens pour répondre aux questions, quel canal de communication utiliser. Autre chose importante aussi, c'est que si vous avez des séances synchrones, même si vous êtes en grand groupe, offrez aux étudiants l'occasion d'intervenir par audio et par vidéo aussi. Donc, penser à des moments, ça peut être des activités très courtes, et c'est pas obligé que ce soit de façon plénière avec d'autres. Si vous avez 60, 80, 120 étudiants, c'est pas tout le monde qui va ouvrir ses caméras en même temps, mais ça peut se faire à l'intérieur des sous-groupes. Si vous prévoyez des groupes, dans Zoom par exemple, vous pouvez le faire. Dans Teams, ça ne posera pas de problème. Donc,
c'est important aussi, rappelez-vous, on a dit formation à distance, il y a peut-être sentiment d'isolement. Puis ça va permettre aux étudiants de créer une cohésion, comment dire, que le groupe se cimente entre ses différents membres. Et ça, c'est important pour que le travail de groupe se fasse et qu'il se fasse dans de bonnes conditions. Utilisez aussi l'activation des périphériques pour créer des liens. C'est ce que je viens de dire exactement. Reformuler, par exemple, les propos. Et en fait, ça sert à encourager les étudiants. Est-ce qu'on a des questions pour le moment? Oui. Anne? Oui, Mohamed, il y a des questions qui reviennent. Et la première question, c'est comment gérer la frustration des étudiants face aux pépins technologiques quand nous ne sommes pas des experts en questions technologiques. C'est le plus grand défi que j'ai eu à gérer pendant le trimestre d'hiver 2020. D'accord. Donc, je comprends. C'est comment gérer la frustration des étudiants. Je dirais, d'abord, pépins technologiques, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Le dernier cycle de formation, nous étions, je pense, 140. Une activité de groupe. Donc, Zoom dit que c'est possible d'avoir jusqu'à 50 groupes avec 200 participants et plus, 50 animateurs, 50 co-animateurs. Mais à un certain moment, ce n'était pas de mon côté, du côté des animateurs, ce n'était pas du côté des participants que ça crachait, c'est au niveau des serveurs de Zoom. C'est arrivé. Ce qu'on fait, c'est qu'il faut être transparent avec les étudiants. Il est recommandé d'être transparent avec les étudiants en disant, si jamais un pépin, ça n'est pas grave, on se déconnecte, on est déconnecté, on revient à la salle principale. Il faut les préparer à l'avance aussi. Évidemment, vous êtes bon déjà à commencer dans tout ce que vous faites, donc c'est certain que vous allez faire des répétitions, des tests. Mais même en faisant des tests, rien ne vous garantit que à T0, tout va bien, à T plus 5 minutes, il n'y a pas de pépin. Prévoir des plans de secours et vraiment prévenir les étudiants, dire que c'est de la technologie. Si jamais il y a un crash, en tout cas moi c'est ma position, c'est de la technologie. Si jamais il y a un problème technique, ça n'est pas grave, on se reprendra. Est-ce qu'il y a une autre question, Van? Oui, merci Mohamed pour ta réponse. Et il y a deux autres questions. Est-ce qu'il y a au CPU des capsules ou des formations sur les outils tels que Office 365, Google Docs, Framabas, ou bien le CPU a-t-il une liste d'exemples de contrôle technique tels que suggéré? Écoutez, on a été vraiment très prolifique ces derniers temps là, avec la documentation. Pour la liste technique, on en a. On a produit aussi une étiquette pour donc le bon comportement à suggérer aux étudiants. Pour les outils, l'ETI offre, nous on a de la documentation, l'ETI offre aussi un wiki. On pourrait après mettre le lien pour tout ce qui est Office 365. Il y a des tutoriels qui sont faits. Microsoft aussi fait de bonnes choses. Google, on n'a pas de tutoriel là-dessus. Mais comme on est très souple, si vous avez une question, il suffit juste de nous écrire. S'il n'y a pas la ressource, on s'arrangera pour trouver des substituts. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Van? Oui. Pouvez-vous donner plus de précision sur les salles de test Zoom et Teams? Plus de précision. Alors, hier, on a parlé des salles, des activités en sous-groupe dans Zoom. Moi, je vous invite à voir l'enregistrement et aussi à voir les guides. Pour dire simplement là les choses, donc Zoom, on peut décider d'envoyer tous les participants dans des salles de sous-groupe. Qu'est-ce qu'il fait Zoom? Il va partir de la séance principale, il va créer une constellation de salles, vraiment de petites salles de webinaire, d'autres salles de conférence qui sont rattachées. Donc, quand vous pesez sur le bouton, il va vous dire, vous avez, je ne sais pas, vous avez 20 participants, je vous propose de les répartir en 4 salles de 5 participants chaque. Vous dites partir en groupe et paf, tout le monde va être réparti, puis les participants vont vraiment quitter la salle principale et aller dans les autres salles. Donc, vous, en tant qu'animateur, vous pourrez vous déplacer d'une salle à une autre. C'est vraiment comme si vous étiez dans une salle avec des murs et des portes. Vous ouvrez la porte, vous rentrez, puis vous sortez, vous allez dans l'autre salle. Donc, chaque groupe est autonome. Le clavardage, les discussions d'un groupe, d'une salle, ne seront pas accessibles aux autres. Pour Teams, eh bien, vous pouvez créer une équipe, par exemple une équipe pour votre cours, et vous créez un canal privé. Ça aussi, c'est relativement facile à faire une fois qu'on connaît l'environnement.
c'est relativement facile à faire. Donc, un canal privé avec les utilisateurs qui ont accès à ce canal-là. Et donc, de la même façon, c'est un canal, donc c'est une salle fermée, accessible aux seuls membres qui sont dans ce canal-là. L'avantage de Teams, c'est que l'étudiant membre du canal, ben, il peut rajouter, si vous lui donnez un rôle de propriétaire, il peut rajouter des données, des fichiers, des documents. Il y a plein d'applications qui peuvent être ajoutées aussi. Il y a par exemple une application de gestion des tâches avec des affaires en cours, faits, annulés, etc., qui peut aussi donner un visuel, un graphique du pourcentage accompli, etc. Ça pourrait être pertinent. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé de donner des outils et d'encadrer pour que les étudiants deviennent autonomes. Une autre question, Van? Oui, on pourrait répondre encore une question et après tu pourrais continuer. Oui, le temps file. Pourquoi privilégier Teams au lieu de forum d'équipe ou clavardage d'équipe sur Studio, où on peut former des équipes automatiquement? Oui, c'est une très bonne question. En fait, l'avantage de Teams, c'est que ça permet, rappelez-vous, on a dit formation à distance, on n'a pas les interactions aussi facilement qu'on les aurait en classe. Donc, l'avantage, c'est que l'étudiant peut partir un appel audio, un étudiant peut partir un appel vidéo avec ses collègues aussi. Le clavardage, le forum dans Studium, ben, ça reste du clavardage. D'accord? Oui, les étudiants, avant que Teams soit déployé, les étudiants contourner cette absence d'interaction directe audio-vidéo à travers des outils autres. Ça peut être les groupes sur Facebook, WhatsApp, etc. Donc c'est un cadre qui est géré par l'institution. Voilà. Donc on va continuer et puis à la fin, on va reprendre quelques questions aussi. Oui, merci Mohamed. Merci Van. Au niveau de la pédagogie maintenant, donc c'est important, comme vous le savez, de donner des consignes claires et explicites. Partez du principe, en tout cas moi je pars toujours du principe que ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Et avec les écrans interposés, ça vient introduire du bruit qui va modifier le message ou en tout cas qui va altérer la perception du message original. Donc préciser les étapes de réalisation de l'activité, définir les rôles des membres de l'équipe ou encore offrir des patterns de distribution des rôles, fournir des gabarits, des exemples d'une bonne production, de la production attendue, proposer aussi des ressources qui vont servir à soutenir les étudiants dans les tâches, dans la réalisation des tâches. On a parlé tout à l'heure des outils bureautiques, Word, Google Doc, Scénarii, tout, et puis Office 365, il y a plein de choses là-dedans, vous pourrez aller explorer aussi. Au niveau de la constitution des équipes maintenant, donc, moi je vous pose la question, comment comptez-vous constituer vos groupes? Est-ce que vous allez y aller de façon aléatoire, partant du principe que les étudiants ne sont pas vus auparavant? Est-ce que vous allez choisir les membres de l'équipe ou laisser les étudiants s'organiser? On va toujours utiliser le bloc questions et réponses, le module questions et réponses. Donc, pour répondre aléatoirement, c'est le 1, 2, choisir, et les laisser choisir eux-mêmes, c'est le 3. Okay. Il y a beaucoup de 1, 3, là, il y a des 2 et 3. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. En fait, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Si on considère la question de la répartition aléatoire des étudiants, ça peut être indiqué si les étudiants se connaissent déjà et si vous les connaissez depuis au moins une session. D'accord? La répartition aléatoire, ça va éviter que les étudiants s'agrègent par les affinités puis que certains restent de côté. Puis la recherche montre aussi, les écrits montrent que si on se connaît, on va avoir tendance à se juger de façon un peu plus clémente. Je ne prétends pas dire que les étudiants vont forcément faire ça. Je t'évalue bien, tu m'évalues bien, mais c'est une réalité et c'est bien d'en tenir compte. Si vous laissez maintenant les étudiants former leurs équipes eux-mêmes, c'est indiqué de leur demander de se présenter soit un forum, soit dans un Zoom, Teams. Donc, ils disent leurs intérêts, leurs attentes vis-à-vis des coéquipiers. Et aussi, c'est quoi leur réalité? Est-ce qu'ils sont en région et puis que l'Internet, il est un peu moins performant? Est-ce qu'ils sont monoparentaux, donc ils ne peuvent travailler qu'en soirée?
des choses comme ça. Pourquoi? Ben, c'est la même chose que quand vous dites aux étudiants, écoutez, on va utiliser la technologie. Si jamais il y a un problème, voilà ce qu'on va faire. Il se peut qu'il y ait un problème. Je ne dis pas que ça va arriver forcément, mais si jamais. La même chose ici, on va situer les attentes des étudiants. Si je sais que mon collègue dans l'équipe, ben, il est monoparental et qu'il est en région, je ne vais pas lui demander d'avoir un Zoom à midi, par exemple. Ce serait plus le soir, une fois que les enfants auront mangé, douché, couché. Et ça va situer, comment dire, je connais tes limites, tu connais les miennes, donc le niveau d'attente et puis de frustration, il restera contrôlé. On peut aussi leur fournir une sorte de contrat moral ou un formulaire d'engagement qu'ils pourraient tous paraffer. Et en fait, ça va définir les attentes associées et le partage des responsabilités. Et ça va éviter qu'il y ait des frictions, qu'il y ait des situations, des chicanes après. Ça, c'est un modèle que vous pourrez utiliser après. Donc, c'est quoi le cours? C'est quoi le travail? C'est quoi l'objectif du travail? C'est quoi le contexte? Et puis, ils s'engagent à faire prévaloir le respect, à participer de façon équitable, efficace, à être productif. Et vous pouvez même leur dire, ben, je vous demande d'avoir 3, 5, 6 engagements à respecter. Et s'il y a un problème, ben, ils vont se référer à ce document avant de vous en faire part à vous. Donc, c'est une filtration à 2 niveaux, puis ça évite que vous ayez à gérer tout le temps les plus petites chicanes. D'accord? Concernant maintenant la prise des présences, on voudrait soulever ce point parce que c'est une réflexion, je crois qu'elle mérite d'avoir lieu. Pourquoi? Parce que la prise de présence en séance synchrone, du moins, ben, ça permet de faire un suivi avec les étudiants absents. Ben, mon étudiant un tel s'est absenté. Pourquoi? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a un problème technique? Est-ce qu'il ne va pas bien? D'accord? Plein de chercheurs l'ont montré, des psychologues, ben, ils parlent, ce matin je lisais dans la presse, on parle d'une deuxième vague du Covid, mais d'une deuxième vague de niveau psychologique. C'est que ça a été éprouvant pour tous. Donc, c'est bien d'avoir cette bienveillance envers les étudiants et ça fait toujours le lien avec l'engagement, avec le sentiment d'appartenance. Voilà. Quelle heure est-il? 10h19. Ça va. Et comme j'ai dit, on ne prétend pas avoir la bonne réponse. La recherche nous montre que ce serait bien d'avoir une réflexion, donc de se poser certaines questions. Est-ce qu'un étudiant dont le nom est sur la liste est vraiment partie prenante, active dans la séance? Si on prend le cas de Zoom, par exemple, il y avait un outil qui s'appelait suivi d'attention. Donc, si l'étudiant est sur notre fenêtre, ça va m'indiquer un petit symbole. Maintenant, pour des raisons de sécurité, ça a été enlevé. Je ne sais pas si ça va être remis ou pas, mais Zoom sont très actifs, très proactifs, donc probablement qu'ils vont le remettre. Et pendant combien de temps aussi doit-il être connecté pour être considéré présent? Et est-ce que celui qui visionne les enregistrements en différé parce qu'il est monoparental, parce qu'il doit prendre soin de ses parents malades, est-ce qu'il doit être considéré comme absent ou pas? C'est des réflexions à avoir, d'accord? J'ai vu une main levée. Est-ce qu'il y a une main levée? Oui, c'est M. Alain Binet. OK. Oui, j'ai déjà activé son micro. Parfait. Monsieur Alain, veuillez prendre votre intervention. D'accord. Veuillez donner votre... Pourriez-vous nous donner un peu de détails dans Team, une fois que le groupe est formé? Oui. Quelle est la mécanique pour qu'ils puissent... Est-ce qu'ils peuvent faire des séances n'importe quand? Oui. Comment ça marche? Pouvez-vous juste donner un petit peu de détails? Oui, d'accord. Très bien. Oui, c'est effectivement ça. C'est qu'une fois qu'ils sont dans Teams, ils sont dans leur équipe ou dans leur canal, ils voient les participants, ils peuvent juste cliquer, soit dans le calendrier. Le plus simple, c'est, mettons, on est en équipe, on va se décider, OK, je lance une invitation, j'écris dans le calendrier, telle date, on a une réunion d'1 heure. Puis, le moment venu, si les étudiants vont sur le calendrier, ils vont voir un bouton « Joindre ». Puis là, ils vont aller rejoindre. En cliquant, ils rentrent dans la réunion. L'autre façon, et peut-être la plus simple, c'est que je vais appeler. Donc, je clique sur, je vois le nom d'Alain, je clique dessus. Je peux l'appeler soit par téléphone, donc juste l'audio, soit la vidéo. Et après, je peux aller rajouter d'autres étudiants aussi. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que Teams,
comme je dis, pour le travail à plus long terme, un travail d'équipe à plus long terme, moi, je recommanderais plutôt, et j'utilise le conditionnel, c'est vraiment à vous de voir selon vos contextes respectifs, j'irai plus avec du Teams, qui va donner plus de... En fait, ça vous décharge un peu, mis à part l'organisation initiale en amont des équipes, ça va vous décharger de tout ce qui est manutention, logistique, j'accorde le droit de parole ou pas. Les étudiants sont autonomes. Donc, vous pourriez faire peut-être une séance ouverture plénière, tout le monde de l'équipe assiste à la réunion, à la conférence dans Teams, et après, tout le monde va aller dans son canal pour 1 heure de temps, 2 heures, à vous de voir après. Ça va? Est-ce qu'il y avait une autre main levée? Je vais prendre une autre main, après on continue. Monsieur, oui, c'est Monsieur François Lamy. Oui. S'il vous plaît. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. On va peut-être l'aborder au séminaire de 11 heures, mais ce que je comprends bien avec Team, c'est qu'on fait confiance totalement aux équipes dans le processus des objectifs pédagogiques puis du travail d'équipe. Parce que si ils sont autonomes, ils font leur rendez-vous, ils font... le travail d'équipe n'a pas un enjeu nécessairement de plagiat, mais c'est moins... c'est plus laissé aux étudiants, dans le fond. C'est ça ma question. Pas très clair. Mais... C'est une bonne question. En fait, moi, je dirais l'encadrement. Donc, l'encadrement du travail d'équipe doit toujours être là, mais de façon peut-être un peu plus subtile. Vous pouvez utiliser, il y a le plan d'encadrement général pour votre cours, donc un tableau, ce que vous faites, telle date, j'envoie tel message. Vous avez aussi la feuille de route numérique que l'étudiant va utiliser, puis vous pourrez faire un suivi beaucoup plus rapproché avec eux. On va l'aborder après. Mais je pense que, non, oui, les étudiants, on leur fait confiance, mais quand même, on est là pour surveiller, pour que ça ne dévie pas. Et rappeler les échéances, avoir des séances de telle heure à telle heure. Par exemple, tel jour, c'est une séance de travail en équipe. Donc, vous êtes chacun de votre équipe, mais on est tous ensemble au même moment. Madame Séguin avait une question, une main levée aussi. Oui. OK. Ce que je me demandais, c'était que les enregistrements qui sont en différé dans votre questionnement, les questions à se poser là, de riverain, il est marqué « Celui qui visionne les enregistrements en différé doit-il être considéré comme absent? » Mais est-ce que c'est dans Studium, une fois qu'on a mis le lien en différé dans Studium, on est en mesure de voir qui a visionné l'enregistrement en différé? En fait, ça, c'est une question à voir aussi. Oui, vous avez le suivi d'achèvement dans Studium qui vous permet de suivre qui a fait telle activité. Moi, j'étais plus au niveau, je vois les présences en salle, donc je pourrais partir un enregistrement, je pourrais partir puis enregistrer la liste des participants et voir qui n'était pas présent. Mais effectivement, on peut aborder la question de l'autre côté puis voir qui a visionné l'enregistrement après. Mais si dans Studium, la personne clique sur le lien, le lien n'est pas hébergé dans Studium, c'est un lien externe, est-ce que l'activité dans Studium complétée consiste à cliquer sur le lien? Est-ce qu'on est en mesure de voir si l'ensemble du vidéo est visionné? C'est une bonne question. Je ne saurais pas vous répondre. Je ne suis pas vraiment un expert de Studium. On pourrait chercher la question, on pourrait chercher une réponse après, puis vous répondre. D'accord, merci. Ça va? Merci beaucoup. Une dernière question, Madame Martin, et puis on va continuer, oui. Oui. Madame Martin, j'ai activé votre micro. Parfait, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Oui. Je m'excuse, ça se peut que je sois redondante. J'ai dû quitter un petit 30 secondes tantôt. Si je le suis, dites-le moi. C'est au sujet de la formation des groupes. Alors, moi, je vais enseigner première année, première session à l'automne et ma perception, c'est que je devais faire des groupes aléatoires.
Et là, ce que j'entends tantôt, c'est que quand les étudiants, pour former des groupes aléatoires, il faut que les étudiants se connaissent ou qu'ils aient déjà fait une session. Mais je me demandais la logique derrière ça et comment les étudiants qui ne se connaissent pas pouvaient former des groupes aléatoires. OK, si je comprends bien, c'est que vous questionnez comment comment les étudiants qui ne se connaissent pas dans la première session vont s'organiser entre eux. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai cru comprendre Oui. tantôt dans votre message. En fait, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, ce qu'on présente ici, c'est vraiment des recommandations, d'accord? Ce n'est pas, on ne vous demande pas de vous conformer à ce qu'on vous présente là. Vous pouvez décider de faire ça de façon aléatoire. Il n'y a pas de problème là. Il n'y a vraiment pas de problème. Ce que je dis, c'est que si les étudiants se connaissent déjà, et si vous voulez qu'il n'y ait pas de, comment dire, qu'il n'y ait pas de regroupement, puis qu'il y ait peut-être une altération des évaluations, des évaluations par les pairs, peut-être aller vers de l'aléatoire. Mais il n'y a pas de problème à faire des groupes aléatoires aussi. Si c'est plus simple à faire, moi, je ne vois aucune contre-indication à ça. Parfait, merci. Merci à vous. OK, on va continuer puisqu'il est déjà 10h28. Ouais. Donc, concernant les activités à privilégier, on ne va pas vous présenter ici des formules, il y en a plein, on pourra vous en donner après. C'est plus de grandes lignes pour quelle activité choisir. Donc, vous l'aurez deviné, depuis tout à l'heure on parle d'engagement, donc d'activité, que l'étudiant soit actif. Eh bien, c'est bien d'avoir des apprentissages collaboratifs et coopératifs, vraiment, où les étudiants vont être interdépendants pour que le travail soit accompli. Résolution de problèmes, étude de cas, faire des tâches qui soient authentiques, donc en lien avec leur future carrière. En fait, c'est des tâches pour lesquelles le sens va être là, des tâches qui vont aider les étudiants à produire du sens. Pourquoi je fais ça? En fait, c'est toujours la question, c'est du pourquoi. Qu'est-ce qui fait que nos ados nous disent toujours fais ça, quand ils sont petits aussi, les enfants, c'est mais pourquoi? Ben justement, pourquoi moi j'enseigne? Pourquoi est-ce que l'étudiant doit faire cette activité? Puis si on donne du sens aux étudiants, c'est sûr que là, on vient de booster son engagement. Et bien sûr, s'il sait pourquoi il le fait, ben, il va retenir plus. Et plus de rétention, plus de succès à la fin. Et je reviens aussi sur le soutien à l'encadrement des étudiants, préciser les étapes de réalisation, donc les rôles, les gabarits. Ah oui, ça c'est une diapositive de tout à l'heure, je m'excuse, on travaille un peu, on dédouble les choses, mais c'est pas grave, c'est pertinent aussi. C'est très important comme j'ai dit, ce qui est explicite pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Donc, présenter les étapes, vous pouvez présenter un tableau, une grille, une checklist, j'ai fait telle chose, j'ai fait ma recension des écrits, on a réparti les tâches. Puis ça va aider, ça va rassurer les étudiants. Il y en a qui certains étudiants aiment avoir un contrôle sur tout, puis ça peut les aider aussi. Au niveau de la rétroaction maintenant, il y a plusieurs formats. Vous pouvez penser à une rétroaction, un fichier MP3 par exemple. Vous pouvez insérer un commentaire audio dans un PDF ou tout simplement enregistrer une bande audio que l'étudiant va écouter après. Vous pouvez faire de la rétroaction vidéo, donc des captures d'écran commentées qui vont expliquer la correction du travail. Vous pouvez aussi faire de la vidéo du travail qui a été évalué. Annoter directement sur le travail, avoir des commentaires aussi écrits, oraux, que vous pouvez communiquer après. Vous pouvez prévoir des séances, bien sûr, si le nombre d'étudiants le permet, si votre temps le permet, des séances un peu pour expliquer. Et par exemple, Zoom peut être utile pour ça, c'est que vous activez la salle d'attente et vous admettez les étudiants un par un dans la salle principale. Vous leur expliquez tout, donc vous donnez la rétroaction, ils s'en vont, puis le suivant arrive, et ainsi de suite. Et c'est important aussi de donner des rétroactions formatives, comme vous le savez, et c'est bien de les donner de façon échelonnée, puis suffisamment à l'avance, en amont de la date de dépôt, pour que l'étudiant ait le temps de s'ajuster, de se réajuster. Donc, les étudiants, après, pourraient aussi dire comment ils ont intégré les commentaires des collègues, vos commentaires à vous dans le travail, ou expliquer aussi pourquoi ils n'en ont pas tenu compte. Donc ça va les faire réfléchir sur leur travail et les rétroactions vont être prises en compte.
Est-ce qu'il y a des questions, Van? Oui, il y a une question concernant, c'est une question qui revient plusieurs fois. Oui. Est-ce qu'on peut savoir qui est présent lors d'une activité Zoom et comment fait-on la prise de présence en ligne? OK. Bonne question aussi. En fait, Zoom, je peux me connecter. Si je ne me connecte pas avec mon identifiant, donc si je n'ai pas installé l'application Zoom sur mon poste, sur mon ordinateur, je peux me connecter en écrivant Zoro, en écrivant, pour reprendre un nom cher à un collègue, Raoul Houl, n'importe quoi. Par contre, si vous dites aux étudiants, avant de cliquer sur le lien de la réunion, installez Zoom, connectez-vous avec votre identifiant, donc le UNIP et le mot de passe, là, ça va être leur nom officiel qui va apparaître. Puis vous pourrez, même si vous enregistrez votre séance, il n'y a pas de problème. La liste des participants est là. Si vous n'enregistrez pas la séance, eh bien, vous pouvez partir l'enregistrement pour quelques instants pour avoir les participants qui sont dans la séance. Après, vous arrêtez l'enregistrement. Merci, Mohamed. Et il y a trois professeurs qui ont levé la main. Oui, Madame Latec. Oui. Ah. Bon, OK. Madame Latec, oui, on vous entend? On vous attend plutôt? OK. C'est pas grave, on va passer à Monsieur Goulet. On reprendra Madame Latec après. Oui, bonjour. Je crois me rappeler que il est très facile de créer des équipes dans Studium. Il n'y a pas, mais un des formateurs précédents nous disait, par contre, il n'y a pas d'intégration entre Zoom et Studium. Est-ce que ça veut dire, par exemple, pour des équipes qui doivent faire un travail de session, un travail pour lequel chaque cours donne une partie de l'information, que donc l'animateur va devoir recréer des équipes dans Zoom à chaque semaine lorsqu'il veut discuter avec les différentes équipes? Moi, je vois deux sous-questions à votre question. D'abord, si on veut recréer, réutiliser, créer des groupes dans Zoom, qui ne soient pas aléatoires. Si c'est des groupes aléatoires, on va les créer dans la séance. Si on veut que tel étudiant soit avec tel autre dans tel groupe, on va le faire sur notre page web, donc umonreal.zoom.us, dans la réunion. Donc, vous créez une réunion, puis après, vous allez chercher les groupes et vous allez télécharger. Soit vous introduisez manuellement, soit vous importez une feuille de calcul Excel avec les noms attribués déjà dans les groupes. Ça, c'est la première question. C'est donc là, je réponds à la question, comment créer des groupes avec des membres déterminés, prédéterminés dans Zoom. Maintenant, si vous voulez utiliser un outil technologique pour des séances d'équipe qui vont durer dans le temps, moi, je vous recommanderais plutôt d'aller avec Teams. Parce que Teams, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous créez vos groupes au début, ça va vous prendre un petit peu de temps, mais après, les groupes sont là. Ils vont durer toute la session. Vous n'aurez pas à recréer à chaque fois les équipes. Il y a déjà une faculté qui l'a testé pendant la session précédente. Oui, ça a pris du temps à créer au départ les groupes, mais après, ça a bien été. Est-ce que ça va? Tout à fait. Merci. Voilà, merci à vous. Monsieur Zitouni. Bonjour, est-ce que vous m'écoutez? Okay. Oui, très bien. Merci beaucoup. En fait, c'est à propos de la page juste précédente. Vous avez dit qu'on peut mettre les étudiants dans une salle d'attente puis faire entrer un par un pour expliquer les résultats. Oui. Et vous avez dit aussi que si c'est le nombre qui le permet, c'est-à-dire quoi le nombre? Donc, est-ce que, par exemple, moi, j'avais des groupes de 100 personnes, donc est-ce que je dois faire ça à chaque personne? Et je l'ai déjà ici en hiver et chaque étudiant avec 2 ou 3 personnes et chacun il m'a pris presque 15 minutes. Donc, si je pense à ça, donc vraiment, ça va prendre beaucoup de temps de faire une chose pareille. Oui. Comment je dois faire dans un cas pareil? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que j'ai utilisé le conditionnel. Donc, dans les cas de grands groupes, en fait, vous allez voir, s'il y a des choses qui reviennent souvent dans les travaux des étudiants, vous pouvez faire des rétroactions types et puis les diffuser.
D'accord? Si vous voyez que, je ne sais pas, 3-4 questions qui ont été répondues d'une certaine façon, vous pouvez les adresser d'une façon générale. C'est sûr qu'à 100 personnes, 15 minutes, vous en avez pour un bout de temps là. Oui, exactement. Donc, alterner, essayer d'équilibrer le plus possible des réponses, plus des réponses types qui couvrent plus. D'accord, d'accord, parfait. Mohamed? Merci Oui. à vous. Mohamed, si tu permets, est-ce que je pourrais avoir une intervention sur Bien ce sûr, sujet? je t'en prie, vas-y. Oui, c'est-à-dire quand on enseigne en grand groupe, selon moi, il serait pertinent aussi de fournir des rétroactions. C'est-à-dire, de la part de l'enseignant, il va créer une banque des rétroactions inhérentes à des erreurs fréquentes, des problèmes fréquents. Et pour là, les étudiants peuvent avoir l'occasion de revoir la théorie et comprendre les erreurs aussi. Ça va? Oui, merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. OK, on va avancer un petit peu. Donc, concernant l'évaluation, donc, si on parle d'évaluation formative, tout à l'heure, on vous a parlé de feuille de route numérique. Ça peut être un document Google partagé. Ça pourrait être un document Word, l'Office 365. Donc, ça va favoriser l'évaluation à distance, le suivi du travail, donc l'encadrement du travail à distance. Et on va maintenir ce fameux contact qu'on ne veut surtout pas perdre. Ça permet aux étudiants de compléter les tâches, donc de nous d'avoir un suivi, de poser des questions, d'exprimer les besoins. D'accord? C'est un tout. Donc, ça nous donne, nous, enseignants, un suivi sur ce qui est fait, mais ça donne aussi aux étudiants l'occasion de donner du retour, d'exprimer des besoins, d'appeler à l'aide s'ils en ont besoin. Donc, ce qu'on pourrait aborder comme rubrique là-dedans, l'étudiant va décrire ce qu'il a fait. Donc là, c'est sûr que ça permet aussi de détecter ce qu'on appelle donc les resquieurs, les free riders là, qui surfent sur le travail des autres. Il faudra qu'ils disent ce qu'ils ont fait, comment ils ont contribué, qu'est-ce qu'ils ont retenu aussi. Puis là, on va chercher, rappelez-vous, dans les dimensions de l'encadrement, on a parlé de l'aspect métacognitif aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce qui m'a marqué? Qu'est-ce qui fait sens pour moi dans mon apprentissage? Qu'est-ce qu'ils veulent poser comme question? Donc, si je veux poser une question, il faut que vraiment que je l'ai, cette question. Je ne sais pas juste poser la question pour la poser. Quel est le besoin qu'ils ont eu? Quelles sont les difficultés rencontrées, etc. On peut aussi, si on veut maintenant aller au niveau de l'évaluation vraiment formative, on a des grilles d'auto-évaluation d'un travail d'équipe et on peut aussi utiliser des grilles d'évaluation par les pairs. Nous, on vous propose 2 modèles. Voilà, donc ici, pour l'auto-évaluation, l'étudiant va dire est-ce qu'il estime qu'il a été présent, ponctuel, est-ce qu'il a participé de façon efficace, active, est-ce que la collaboration a été bonne? Donc, on lui demande en fait de s'apprécier et puis d'apprécier aussi les autres collègues. Est-ce que le travail il a été fait de bonne qualité? Et puis, bien sûr, tout ça se fait juste, c'est pas juste dire oui, non, c'est expliquer aussi. Donner des arguments, donner des raisons. Voilà, donc là, on retourne, on a fini pour le contenu qu'on voulait vous présenter, pour les éléments qu'on voulait vous présenter. Et là, on revient à notre fameuse activité réflexive du début. Donc, maintenant que vous avez vu ça, on est pleinement conscient que en 1 heure de temps, puis avec l'interactivité qu'on a eue, maintenant, on est actuellement 245 dans la réunion. On ne prétendra pas vous apprendre des choses. Là, je dirais plus qu'on est au niveau de l'exposition. Comment dire, c'est une mise en bouche, c'est une dégustation qu'on vous offre. Ce n'est pas quelque chose de consistant. Ça ne veut pas dire que ça ne vous servira pas, c'est juste pour situer les attentes. Mais malgré ça, malgré cette 1 heure de temps en format webinaire, maintenant, si vous aviez à réfléchir, et puis vraiment c'est une activité volontaire, c'est à vous, ça n'est pas à partager, c'est vraiment votre réflexion à vous. Par rapport à ce que vous aviez noté au départ, quels sont maintenant les éléments que vous aimeriez donc appliquer, changer et transmettre? Et aussi, on vous encourage, ça c'est une activité qui a été proposée par ma collègue Tetiana Tsomko, que j'ai reprise parce qu'elle est vraiment bien cette activité. Donc, on vous encourage aussi à prendre action sur un de ces éléments dans les prochaines 24 heures. Donc, vraiment à
ne pas attendre à la semaine prochaine. Ben, peut-être prochaine 24 heures, c'est la Saint-Jean. On peut se donner un peu de marge, disons jeudi. Et aussi de partager une des idées que vous trouverez le plus pertinentes avec un collègue, un proche, votre animal de compagnie, tout ce que vous voulez. En fait, c'est juste pour l'idée. Pourquoi on fait ça? C'est pour se mettre déjà en action. Souvent, on suit une formation, on va dire, OK, on va l'appliquer. Mais si on se donne ce défi, cette tâche-là, ben, on va se mettre déjà en posture dynamique d'action. Voilà, donc l'enregistrement de la séance va être mis en ligne très prochainement. Je vous remercie. Merci, Van. Et on a encore 3 minutes si vous voulez poser quelques questions. Mohamed, en attendant, il y a une question dans le module questions-réponses. Rappelez-moi si des équipes sont créées dans Studium pour un travail de session, peut-on faire un lien pour que Zoom se rappelle à chaque séance de la composition des équipes afin de faciliter la circulation de l'animateur entre les équipes sans avoir à reconstruire les équipes à chaque séance? Oui. En fait, ça, c'est une demande qui nous a été faite auparavant, qu'on a acheminée à l'équipe Studium. Donc, il y a une réflexion qui est à se faire maintenant sur l'intégration Zoom avec Studium. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir donc une réunion récurrente, de régler la réunion. Récurrente, ça veut dire qu'elle se répète une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, c'est à vous de voir. Et d'avoir, donc, de constituer vos équipes. Donc, tout ça, c'est dans l'espace umontréal.zoom.us. Donc, votre compte Zoom. Et là, dans le compte Zoom, vous allez paramétrer, donc, en utilisant, et on est en train de mettre à jour le guide pour détailler cette démarche de création des équipes à l'avance. Et donc, à chaque fois, donc à chaque semaine, vous n'aurez pas à recréer un Zoom, à renvoyer l'invitation. Chaque fois qu'il y aura le moment de la rencontre, en cliquant sur « Diviser les étudiants en groupes », les participants en groupe, les étudiants vont se retrouver dans les groupes qui ont été pré-assignés. Une chose, par contre, importante à garder en tête, c'est que seul l'animateur peut se déplacer librement d'un groupe à un autre. Si vous avez des co-animateurs, vous devrez, vous, en tant qu'animateur, les répartir, les envoyer à chaque fois. Donc, une pratique qui serait intéressante, c'est d'avoir l'animateur qui reste dans la salle principale, qui va servir donc de répartiteur de dispatch pour les différents co-animateurs. Je suis dans la salle principale, j'ai 5 co-animateurs dans 5 groupes, parce que les co-animateurs, Zoom les considère comme des animateurs. Dès que vous lancez les groupes, ils vont être dispersés. Après, la consigne, c'est revenez co-animateurs, revenez dans le grand groupe, et là, vous allez les attribuer de façon manuelle. Je dirais que c'est la seule portion manuelle qui resterait avec l'attribution, la pré-attribution des groupes. Oui. Et M. Alain Binet, il a une intervention par micro. Oui. Il y a encore quelque chose qui m'échappe au sujet des groupes team. Un étudiant a plusieurs cours, appartient à plusieurs groupes. Comment va-t-il avoir accès à un groupe particulier? En fait, dès que nous, on utilise Teams beaucoup, et puis j'ai un tableau de bord, j'ai une colonne sur la gauche, je vois toute la liste des groupes, des équipes auxquelles j'appartiens, et en cliquant, je peux naviguer d'une équipe à une autre. Ça ne pose vraiment pas de problème. Parfait, j'ai compris. Parfait, ça fait plaisir. Écoutez, on va prendre une toute dernière question. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à tout, parce que là, contrairement au Zoom d'hier, on est dans un Zoom webinaire, donc les collègues attendent après nous pour libérer la place. Oui, Monsieur Dominique, s'il vous plaît. J'ai activé votre micro. OK, sinon on passe au prochain, Van. Oui, c'est Monsieur Loïc, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui, j'avais une petite question concernant la vérification des, comment dirais-je, des identités. Oui. Imaginons qu'on ne voit jamais en présentiel les étudiants. Comment on va faire pour vérifier si si c'est pas fait remplacer par un gentil camarade? Ça, c'est une bonne question, Loïc. En fait, si vous leur dites
La façon radicale, c'est dans vos réglages, vous choisissez n'autoriser que les utilisateurs authentifiés. Mais ça, je vous dirais, c'est radical. Ça veut dire que si moi, vous m'envoyez une invitation, si je clique sur mon Outlook, je ne pourrai pas rentrer. À moins que j'entre mon UNIP, donc mon P quelque chose, avec mon mot de passe. Ça peut être brutal comme réalité pour les étudiants au départ. Donc peut-être les sensibiliser graduellement, dire, OK, cette fois, vous rentrez comme ça, mais la prochaine fois, il faudra lancer Zoom et rentrer, activer, vous connecter et après aller chercher la réunion. Et si on a la webcam, eh ben, ça va permettre, je sais que vous n'avez pas accès peut-être à la photo, mais si vous dites aux étudiants dans votre profil Studium, mettez votre photo, mettez une courte présentation, votre centre d'intérêt, etc., vous pouvez faire des recoupements. Voilà. OK. Écoutez, donc, par exemple, dans une activité brise-glace, on pourrait faire ça. Par exemple, c'est une très bonne idée, Loïc. Oui, tout à fait. Tout à fait. OK, merci. Merci beaucoup. Il est 10h48, on a dépassé de 3 minutes. On va devoir mettre fin à la réunion. Mais si vous avez des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Au revoir.